envahir ses ennemis, exterminer des populations entières, supprimer ses opposants. Adolf Hitler était prêt à tout pour accomplir ses rêves de grandeur et pour faire du Troisième Reich un empire d'une puissance inégalée. En juin 1944, alors que les combats faisaient rage entre l'armée allemande et les forces alliées, un groupe d'agents secrets anglais, soutenu par les plus hauts responsables du gouvernement britannique, a imaginé une solution radicale pour mettre fin au règne du dictateur allemand et à la terreur dans laquelle il avait plongé l'Europe et le monde. Ils se sont lancés dans l'une des missions les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale: abattre Adolf Hitler. Une opération minutieusement préparée pendant de longs mois. L'opération Foxley. Oui, l'assassinat faisait partie des outils du service des opérations spéciales. Et il est vrai que ces agents ont été impliqués dans le meurtre de certains de leurs ennemis. Les modes opératoires, les détails sur les lieux, les informations sur la cible et l'identité du tireur, tout avait été regroupé à l'intérieur d'un dossier longtemps gardé secret par les autorités anglaises et déclassifié plus de 50 ans après la guerre. Dans le dossier, il y a une quantité impressionnante d'informations très précises. Plein de détails sur la routine personnelle d'Hitler, sur les bâtiments. C'est vraiment un travail remarquable. Il fallait trouver quelqu'un qui soit prêt pour effectuer une vraie mission suicide. Il fallait un agent qui sache manipuler les armes, qui soit intelligent, quelqu'un de patriote sur qui on pouvait entièrement compter pour accomplir la mission. Si un agent réussissait à se placer ici, c'était vraiment l'endroit idéal pour assassiner Hitler. On ne pouvait pas imaginer de meilleure situation. Les chances de réussite d'un assassinat étaient probablement proches de 99%. Grâce à un long travail d'enquête au sein des archives britanniques et dans les milieux de l'espionnage anglais, vous allez découvrir tous les détails d'un projet d'assassinat qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Une opération conduite par une poignée d'agents secrets qui ont eu, pendant quelques mois, le destin de l'Europe et du monde entre leurs mains. Parmi les 11 millions de documents soigneusement conservés aux Archives nationales de Londres, on trouve les traces de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Certains documents remontent au XIe siècle. Et toutes les archives du pays sont ici, dans ces longs couloirs où s'alignent à l'infini des étagères. Dans l'une des salles de stockage du bâtiment est archivé un document rare, écrit par les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Un document resté inconnu de tous pendant plus de 50 ans. Son nom, Opération Foxley. Les 122 pages qui le composent, tapées à la machine à écrire en 1944, ont été jaunies par le temps. À l'intérieur, des cartes, des plans, des dessins, des photos aériennes. Ce document regroupe l'intégralité des informations recueillies par des agents anglais en vue d'accomplir une mission: assassiner Adolf Hitler. À l'origine de ce projet, dont l'existence est restée secrète pendant plus de 50 ans, le SOE, Service des opérations spéciales, créé en 1940 et démantelé en 1946. Le SOE a été créé pendant l'été 1940, plus précisément en juillet 1940, juste après la chute de la France. Il est né de la fusion de 2 ou 3 autres unités, les 2 plus importantes étant la section D du service de renseignement extérieur, qu'on appelle aussi le MI6, et une autre appelée MIR, un département du ministère de la Guerre. Churchill a demandé au SOE de mettre le feu à l'Europe. Ces agents devaient encourager la résistance dans les territoires occupés par l'ennemi, mais aussi mener des missions de sabotage, comme faire exploser des ponts, détruire des garnisons allemandes ou faire dérailler des trains, par exemple. Le SOE est né à Baker Street. Ses quartiers généraux étaient au 64 Baker Street, mais ils se sont rapidement développés dans tout le quartier. Sous la tutelle de son directeur et de son conseil,
Le SOE s'organise en plusieurs conseils d'administration, groupes, départements et sections. Chaque section est spécialisée dans une zone géographique. Les sections F et RF sont par exemple en charge de la France. La section X, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les agents sont recrutés dans le monde entier. Avant d'être envoyés en mission, tous suivent une formation dans des camps d'entraînement, majoritairement situés en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un entraînement à deux niveaux. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler un entraînement commando. Ils s'entraînent au maniement des armes, ils travaillent leur résistance physique, ils apprennent à se servir d'explosifs. Ceux qui réussissent ce premier niveau intègrent le deuxième niveau, qu'on pourrait appeler le programme final. Et c'est là qu'ils apprennent à devenir un agent au territoire occupé. Donc ils y apprennent comment créer un réseau, comment faire passer des messages entre les agents, comment travailler avec la résistance et comment réagir en cas d'arrestation ou d'interrogatoire. Le SOE était aussi doté d'un laboratoire spécial pour la recherche et le développement. Il était situé en dehors de Londres. Ce laboratoire devait créer de nouveaux types d'armes. Des explosifs, des roquettes dans certains cas, des armes secrètes, des pistolets silencieux, des poisons aussi. Certaines armes inventées par et pour les agents du SOE sont conservées à l'Imperial War Museum de Londres. Chacune était utilisable pour des missions bien spécifiques, comme ce pistolet silencieux à un coup, conçu pour s'approcher au plus près de sa cible et la tuer en toute discrétion. Certains gadgets, inventés par les experts de ce laboratoire de recherche très spécial, sont entrés dans la légende des services secrets. Ça ressemble à un simple cylindre, mais c'est en fait un pistolet qui se glisse dans la manche de l'agent. L'arme était attachée par un cordon élastique autour de l'épaule ou du cou. Ça permettait à l'agent de la laisser pendre le long de la manche de son manteau. Et il la laissait tomber juste quand il voulait ouvrir le feu. C'est vraiment une arme à un coup. Vous tirez, et puis vous la lâchez pour que le cordon élastique la fasse remonter immédiatement dans votre manche. Regardez aussi celui-là. Ça ressemble à un stylo, mais à l'intérieur, vous le chargez avec une cartouche remplie de gaz lacrymogène. Ça permettait aux agents de s'échapper s'ils étaient capturés, en surprenant leurs ravisseurs. Vous placez la cartouche à l'intérieur et vous pouvez l'armer en tirant le piston vers l'arrière. Et quand vous voulez tirer, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. L'existence de ces armes et leur degré de perfectionnement prouvent une chose, les agents du SOE étaient formés pour tuer. Oui, l'assassinat faisait partie des outils du service des opérations spéciales. Et il est vrai que ces agents ont été impliqués dans le meurtre de certains de leurs ennemis. Pourtant, pendant les premières années de la guerre, assassiner Adolf Hitler n'était pas la priorité du SOE. Pour retrouver les origines de l'opération Foxley, il faut remonter au 20 juin 1944. Ce jour-là, le SOE reçoit un télégramme en provenance d'Alger. Son expéditeur, un agent en poste en Algérie, fait part d'une information reçue d'une source fiable indiquant qu'un projet d'assassinat d'Adolf Hitler est en cours dans les rangs de la résistance. À la fin du télégramme, l'expéditeur sollicite clairement sa hiérarchie. Le SOE doit-il, oui ou non, s'associer au projet? Avant que le projet n'aille plus loin, nous demandons une décision du plus haut niveau hiérarchique. En parallèle de la planification en cours et vu l'urgence de la situation, une réponse immédiate est requise. La source était un colonel français. On ne sait pas qui il était vraiment, personne n'a jamais découvert son identité. Mais il a transmis cette information qu'Hitler était caché dans un château à Perpignan. Dans un autre télégramme daté du 22 juin, la source indique même le mode opératoire qu'il préconise pour l'attentat. Il suggère que le château soit rapidement bombardé, étant donné qu'Hitler doit repartir le samedi 24 juin. L'information est alors immédiatement transmise au major général Colin Gubbins, le directeur du SOE. Devant un projet aussi déterminant pour la suite de la guerre, Gubbins décide d'en référer le jour même au général Hastings Ismay, conseiller militaire de Winston Churchill, Premier ministre britannique. Dans sa note,
il en profite pour lui faire part de ses interrogations. D'un côté, tuer Hitler pourrait le transformer en martyr aux yeux des Allemands. Mais de l'autre, j'ai l'impression que son élimination pourrait sûrement raccourcir la guerre considérablement. Après avoir consulté tous les chefs d'état-major de l'armée britannique, le général Ismay informe alors Winston Churchill du projet d'attentat sur le leader nazi. Dans ce courrier, daté du 21 juin 1944, il lui résume l'avis partagé par tous les chefs d'état-major. D'un point de vue strictement militaire, au vu des multiples erreurs qu'il a déjà commises, ce serait presque un avantage qu'Hitler reste en charge de la stratégie allemande. Mais d'un point de vue plus global, plus vite il sera éliminé, mieux ça vaudra. La position précise de Churchill sur ce projet d'attentat n'est pas dévoilée dans les échanges de télégrammes. Mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre anglais a accepté de laisser ses agents travailler sur la question. Churchill était surtout intéressé par la stratégie, la tactique et le côté militaire. Il pensait et savait par expérience que l'on gagne une guerre sur le champ de bataille, que l'on bat son ennemi sur le front, et pas en se débarrassant d'un personnage. Mais quand ce plan lui a été présenté en 1944, il n'a pas dit « non, surtout, nous n'allons pas faire ça ». En quelque sorte, il a laissé le plan se poursuivre. Je pense que ça a dû éveiller son côté aventurier romantique. Colin Gubbins décide finalement de ne pas donner suite au projet du colonel français et la tentative de Perpignan n'aura jamais lieu. Mais les échanges qu'il a eus avec les membres les plus proches du cabinet de Churchill l'ont convaincu de l'intérêt d'une telle mission. Le 28 juin 1944, il réunit 8 membres du SOE triés sur le volet. Parmi eux, le vice-air Marshal Ritchie, conseiller pour les opérations aériennes du SOE, et le lieutenant-colonel Thornley, chef de la section X en charge des opérations sur le territoire allemand. Cette note, classée top secret, constitue le premier témoignage écrit du lancement de l'opération, dorénavant baptisée Foxley. Ils sont détaillés les points de vue des agents présents lors de la réunion. Chacun d'entre eux est identifié par son nom de code. CD pour Colin Gubbins, directeur du SOE, X pour le lieutenant-colonel Thornley, ADA pour le Air Vice-Marshal Ritchie. Dans cette note, il apparaît évident qu'un débat oppose les participants. Thornley est notamment très défavorable au lancement de l'opération. X a déclaré être personnellement opposé à Foxley, car il considère que la stratégie des Allemands et leur conduite de la guerre risqueraient d'être avantagées si Foxley réussissait. Ritchie, lui, se positionne vraiment en faveur de l'assassinat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous l'air d'aller dans son sens. Alors que l'expert de l'Allemagne, c'est Thornley. Mais Thornley est plus jeune. Il a un niveau hiérarchique inférieur. Ritchie, lui, ne connaît pas grand-chose à l'Allemagne, mais il est plus vieux. Et il est surtout un très haut gradé du SOE. Le compte-rendu de la réunion ne laisse aucun doute sur le fait que Ritchie est déjà prêt à passer à l'action et à planifier l'assassinat du dictateur allemand. Il est nécessaire de rassembler le plus vite possible tous les renseignements disponibles sur les endroits clés, ses mouvements, son entourage proche, etc. Malgré les réticences du lieutenant-colonel Thornley, l'enquête préalable au projet d'assassinat d'Adolf Hitler est confiée à un agent du SOE. Son nom de code, LBX. Il s'agit du major H.B. Kurt. Ce nom apparaît au détour de quelques télégrammes dans le dossier Foxley, mais aucune photo de cet agent n'a jamais été publiée par les services secrets anglais. Il travaillait en tant qu'agent dans une sous-section particulière du département renseignement du SOE, mais on n'en sait pas beaucoup plus. La première question à laquelle doit répondre LBX est le choix du lieu où programmer la mission. Car entre ses visites aux 4 coins de l'Europe, ses interventions publiques ou ses séjours dans ses différents QG en Allemagne, Hitler est en perpétuel mouvement. Surtout, il est connu pour être quasiment intouchable.
Je pense qu'il y a différentes choses qui expliquent pourquoi il paraissait impossible de tuer Hitler. D'abord, il y a son agenda et ses réactions qui étaient totalement imprévisibles. Très souvent, il arrivait ou repartait en retard ou en avance. Des choses qui avaient été planifiées pour durer un certain temps étaient soudainement raccourcies. Donc il était extrêmement difficile de prévoir à l'avance ce qui allait se passer avec lui. Entre 1921 et 1944, il a subi plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinat et a survécu à tous les types de modes opératoires. Il a parfois échappé à la mort simplement grâce à des concours de circonstances à peine croyables. Le pistolet de son assaillant qui s'enraye, une bombe qui explose quelques minutes trop tard ou qui manque de puissance et qui ne fait que le blesser. Je crois que ce gars était juste très chanceux. Si Hitler se dit immortel, il n'est pas pour autant prêt à ne se fier qu'à sa bonne étoile. Pour se protéger, il s'entoure d'une garde rapprochée spécialement entraînée pour déjouer les attentats sur sa personne. Le système de sécurité d'Hitler a été mis en place dès le début des années 20 avec ses Stormtroopers, les SA. Pendant ses discours, il était toujours accompagné d'un contingent de soldats qui s'occupaient de sa protection. Après ça, il y a eu la création d'un autre corps d'élite, les SS, pour Schutzstaffel, qui signifie escadron de protection en allemand. On sait d'ailleurs que c'est devenu par la suite un État dans l'État. Et parmi eux, il y avait un petit groupe de soldats affectés spécialement à Hitler. Ils étaient ses gardes du corps personnel. Quel que soit l'endroit où il se rendait, c'était inspecté en avance. Quand il arrivait, il y avait des gens postés partout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sniper ou qu'il n'y ait pas de bombe placée quelque part. C'était une opération très minutieuse qui était mise en place pour le protéger. Donc même si Hitler pouvait conduire dans une voiture à découvert et que ça paraissait tout simple, tout était en réalité très soigneusement orchestré, scrupuleusement sous contrôle. Pour assassiner Hitler, les agents du SOE décident donc de focaliser leur enquête sur la Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Plus précisément, sur la montagne de l'Obersalzberg. Hitler y avait fait construire sa maison, le Berghof, dans laquelle il venait régulièrement passer du temps avec sa maîtresse, Eva Braun. La zone avait été transformée à partir des années 30 en gigantesque complexe archi-sécurisé. Adolf Hitler a dit un jour « J'ai passé mes meilleurs moments ici et conçu mes plus grandes idées ». C'était l'endroit de référence pour lui. Donc il passait en fait aussi peu de temps qu'il pouvait à Berlin. Une fois que vous étiez à l'intérieur de ce qui s'appelait la Führersperrgebiet, cette zone de sécurité qui avait été construite autour de la maison, Hitler y menait une vie beaucoup plus détendue. Pour le SOE, si Hitler se sent plus détendu dans sa maison bavaroise, il y est peut-être plus vulnérable que lors de ses apparitions officielles. LBX commence donc à recenser toutes les informations en rapport avec les installations de l'Obersalzberg. Son objectif, trouver une faille dans le dispositif de sécurité mis en place autour de la maison du Führer. Il récupère toutes les informations disponibles dans les autres agences de renseignement britanniques, en particulier celles du MI6 et du SIS. Il récupère aussi les reportages d'avant-guerre, mais surtout les témoignages des prisonniers de guerre allemands. Cette photo, par exemple, fait apparaître un soldat allemand présent à quelques mètres d'Hitler lors de l'une de ses revues d'effectifs. Au-dessus, les lettres PW, comme Prisoner of War, indiquent que ce soldat fut fait prisonnier par les Anglais après avoir été affecté au Berghof. Celui-ci fut apparemment une source précieuse d'informations pour les agents du SOE.
Les informations collectées étaient très variées. Certaines concernaient le climat, d'autres la topographie des zones où l'opération pourrait avoir lieu. En fait, ils essayaient de mieux connaître le terrain et les difficultés qu'un agent rencontrerait s'il essayait de s'y introduire. Au fil des pages du dossier, on découvre les plans du rez-de-chaussée du Berghof, la maison personnelle d'Hitler, les dessins des uniformes allemands, mais aussi des spéculations sur l'état de santé du Führer. Un travail d'enquête colossal avec certains détails extrêmement précis. Il savait par exemple qu'Hitler disposait sur place de canons à brouillard qui permettaient de cacher la montagne entière en cas d'attaque aérienne. Ils étaient au courant de l'existence de bunkers et ils avaient même localisé où se situait le bunker personnel d'Hitler. Dans le dossier, il y a une quantité impressionnante d'informations très précises, plein de détails sur la routine personnelle d'Hitler, sur les bâtiments. C'est vraiment un travail remarquable. L'enquête de LBX est certes minutieuse, mais elle s'appuie malgré tout sur des informations parfois obsolètes, manquant de précision ou même totalement fausses. Par exemple, le plan du rez-de-chaussée du Berghof est faux. Et c'est assez surprenant. Il montre la salle de réception et à côté le bureau d'Hitler, les deux censés être séparés par un mur avec une porte. Alors qu'en réalité, le bureau était à l'étage et la salle de réception était complètement ouverte. Et ça, les services de renseignement britanniques auraient dû le savoir puisque Chamberlain lui-même était allé dans cette pièce lorsqu'il était Premier ministre. Et en plus, il existait à l'époque de nombreuses photos officielles qui montraient à quoi ressemblaient les lieux. Donc en fait, ils avaient une analyse très détaillée des différents étages du Berghof, mais sont aussi passés à côté de choses qui, si vous essayez d'assassiner quelqu'un, sont en fait fondamentales à savoir. Malgré certaines insuffisances dans son enquête, LBX doit concevoir plusieurs scénarios possibles pour tuer Hitler. Différentes pistes sont alors envisagées. La première, profiter de ses nombreux voyages en train dans la région. Hitler utilisait souvent son train personnel, le Führerzug, pour venir de Munich, Berlin ou Leipzig. Le train était composé de 14 wagons, dont un lui était entièrement réservé. Une centaine de personnes y étaient employées, dont une vingtaine intégralement dédiées à la sécurité du dictateur. Sur son trajet vers le Berghof, Hitler s'arrêtait fréquemment au château de Klesheim, un QG nazi situé à l'ouest de la ville de Salzbourg en Autriche. Lors de ses visites, son train s'arrêtait dans une petite gare isolée. Une voiture venait alors le chercher pour l'amener au château, puis le raccompagnait lorsqu'il était prêt à repartir. Les agents britanniques avaient identifié deux endroits différents où se garait la voiture d'Hitler qui le déposait au train. L'idée était d'envoyer une équipe du SOE, qui se cacherait dans les bois et qui assassinerait Hitler lorsqu'il effectuerait le trajet entre sa voiture et le train. Dans ce scénario, les tireurs auraient recours à une arme portative anti-char désignée par l'acronyme PIAT. Cette arme, qui fut remplacée après la guerre par le bazooka, équipait les soldats britanniques depuis avril 1943. Bien que ses caractéristiques indiquent une portée maximale de 300 mètres, l'arme n'était en réalité considérée efficace que sur des cibles distantes d'une centaine de mètres uniquement. Très encombrante, elle nécessitait d'être opérée par 2 soldats et sa cadence de tir de 2 coups par minute la rendait très peu pratique en zone de combat. Ces armes anti-chars sont très loin d'être des armes de précision. Ça aurait vraiment été très difficile de toucher une cible située à 250 ou 300 mètres avec une arme comme ça. Le manque de précision de l'arme rendait donc l'opération très incertaine. L'option d'une attaque d'Hitler sur son chemin de retour du château de Klesheim fut donc abandonnée par le SOE. Une autre idée pour atteindre Adolf Hitler dans son train était d'empoisonner les réserves d'eau afin qu'il meure en buvant son thé.
Les agents britanniques avaient réussi à se procurer un plan extrêmement précis du 5e wagon du train, celui où le dictateur prenait ses repas. On y découvre l'emplacement des placards, des tables, des lampes, de la cave à vin et de la cuisine. Le plan localise également le réservoir d'eau potable utilisé pour cuisiner. Situé au-dessus d'une porte coulissante, ce réservoir de 100 litres pouvait se remplir par le haut. Mais ce scénario comportait plusieurs incertitudes. La question qui se posait était de savoir comment accéder aux réserves d'eau. Ils savaient que des Françaises étaient employées comme femmes de ménage dans le train, donc ils pouvaient éventuellement s'infiltrer grâce à elles. Mais le dossier n'explique pas très clairement comment ils comptaient intégrer cette équipe, ni comment ils comptaient accéder au toit du train pour empoisonner l'eau du réservoir. Ils partaient du principe qu'Hitler consommait l'eau du train pour boire et manger. Alors qu'en réalité, il y avait plus de chances qu'ils boivent de l'eau en bouteille. Et ça, c'est bien plus compliqué à empoisonner. Ce sont des bouteilles d'eau scellées. Comment le SOE espérait infiltrer son poison à l'intérieur de ces bouteilles? C'est quelque chose de très difficile à imaginer. Attaque à l'arme anti-char. Empoisonnement. Le dossier Foxley fait apparaître une longue liste de modes opératoires pour assassiner Hitler à bord de son train. Certaines options paraissent assez peu abouties, comme celle consistant à faire dérailler le train du Führer. Le point le plus favorable pour faire dérailler et détruire le train d'Hitler est dans un tunnel. En Allemagne, la voie n'est pas très surveillée par la police ferroviaire, et ni les ponts, ni les tunnels ne sont autant gardés que dans les territoires occupés. Une opération de sabotage est envisageable. Un agent déguisé en membre de la police ferroviaire, accompagné d'un autre déguisé en membre de la Gestapo, devrait pouvoir prendre le contrôle du tunnel, déposer la charge explosive et détruire le train dans le tunnel. D'autres propositions de LBX semblent même complètement farfelues. On pourrait aussi essayer de faire dérailler le train quand il passe en gare en envoyant une valise remplie d'explosifs par en dessous. Il faudra que le train se trouve sur la voie adjacente au quai sur lequel serait positionné l'agent. Il devrait être prêt à en assumer les conséquences. Comment ont-ils pu un jour imaginer placer un agent aussi près que ça, alors que les gares étaient minutieusement gardées? Et il aurait fallu aussi trouver quelqu'un qui soit d'accord pour réaliser une vraie mission suicide. Et on se demande bien comment armer cette bombe avant de la lancer sur les rails. Un agent qui serait sous pression extrême dans ce genre de circonstances a peu de chances de réussir un tel exploit. Il y avait tellement d'éléments à prendre en compte, tellement de complications possibles comme l'imprévisibilité de l'agenda d'Hitler et de ses itinéraires, les obstacles liés au dispositif de sécurité qui l'entourait. Si j'avais eu mon avis à donner, je n'aurais vraiment pas parié sur cette piste. Après plusieurs semaines d'enquête, les agents du SOE doivent se rendre à l'évidence. Les scénarios d'assassinat d'Hitler dans son train sont loin d'être convaincants. Ils décident donc de favoriser une seconde piste, tuer le Führer lorsqu'il séjourne dans son Berghof. Un bombardement aérien est tout d'abord rapidement écarté. L'idée de bombarder l'Obersalzberg pour tuer Hitler n'aurait été que pure folie. Déjà parce que vous aviez cet immense réseau souterrain de bunkers et d'abris antibombes. Il y avait là littéralement toute une ville. Et il y avait aussi des alarmes antiaériennes qui auraient été déclenchées largement avant que les avions n'arrivent. Donc vous imaginez bien, tout le monde se serait abrité. Cette idée de tuer Hitler en bombardant le Berghof était juste impossible. Le SOE se concentre alors sur ce qui semble être le seul point faible d'Hitler, le moment où il baisse totalement sa garde, sa promenade matinale entre son Berghof et la petite maison de thé située à quelques centaines de mètres en contrebas. Selon les sources locales du SOE, cette balade champêtre est quasiment devenue un rituel pour le dictateur. Depuis le milieu du mois de mars 1944,
date avant laquelle la neige était trop épaisse, Hitler s'est rendu presque tous les jours à la maison de thé. Il se levait aux alentours de 9 ou 10 heures du matin. D'abord, il commençait par se faire raser. Ensuite, il descendait les escaliers. Il traversait la route et arrivait sur un petit chemin qui le conduisait directement à la maison de thé. Ça lui faisait une promenade de 15-20 minutes environ. Hitler voulait avoir ce moment pour réfléchir sans être dérangé. La plupart des images le montrent accompagné par quelques proches associés et il marchait comme ça, tranquillement. Il n'y avait jamais de garde autour d'eux, car les membres du service de sécurité étaient censés garder une certaine distance, être invisibles pendant cette promenade. Parce que justement, Hitler voulait ce moment pour lui. C'était, je pense, littéralement le seul endroit au monde où il avait cette sensation d'espace et de liberté. LBX va donc focaliser la grande partie de ses recherches sur ce parcours de 2 km et ses 20 minutes de promenade. L'idée était de l'abattre grâce à un sniper, 1 ou 2 snipers. Maintenant, pour faire rentrer des agents en Allemagne, c'est très compliqué. Comme l'endroit est situé au sud du pays, ils pouvaient être infiltrés en passant par l'Autriche, la Suisse ou par d'autres pays frontaliers avec l'Allemagne. Une autre option était de les parachuter directement sur la zone. Le plan consistait donc à faire passer le sniper pour un soldat allemand. L'agent infiltré devait donc être habillé en uniforme de type Gebirgsjäger. Cette tenue, réservée aux troupes de montagne, équipait tous les soldats de l'Obersalzberg, y compris les SS et la RSD, la garde personnelle du Führer. L'arme sélectionnée pour assassiner Hitler devait donc forcément faire partie des équipements de l'armée allemande. Le choix se porta sur un fusil de tireur d'élite de type Mauser, doté d'une lunette de visée télescopique. L'agent serait aussi équipé de grenades à main pour se défendre en cas de fuite. Une fois sur place, le parcours emprunté par le sniper avait été soigneusement préparé par les agents du SOE. Approche, depuis la rivière Larosbach, à travers les bois jusqu'à la clôture grillagée, près du point où le passage en béton coupe la route suivie par Hitler pendant sa promenade. Le trajet du sniper lui permettait d'accéder à la clôture qui ceinturait la zone occupée par les nazis. Son objectif, se positionner le plus près possible du chemin emprunté par le Führer. À partir de ce moment-là, le timing était serré. L'agent devait passer la clôture après 10 heures du matin pour éviter la patrouille de la RSD qui précédait Adolf Hitler lors de sa promenade. LBX avait d'ailleurs soigneusement récolté des informations sur cette clôture, hauteur, taille et distance entre chaque poteau. Grillage d'environ 200 à 220 cm de haut, poteaux en acier tous les 3 à 5 mètres, 3 ou 4 fils barbelés au-dessus. Il était donc prévu que l'agent soit équipé d'un coupe-fil spécialement étudié pour pouvoir y faire un trou. Une fois à l'intérieur de la zone, le tireur devait alors se rapprocher du chemin d'Hitler pour que la distance qui sépare son fusil de sa cible soit comprise entre 100 et 200 mètres.
Le Mauser n'est probablement pas la meilleure arme qui soit pour cette mission en termes de précision, et ça déclenche aussi un gros flash quand on tire, ce qui n'est pas idéal pour ce genre d'opération clandestine. Mais ça doit coller au déguisement. Et à la distance à laquelle il comptait tirer sur Hitler, qui est supposé être entre 100 et 200 mètres, c'était bien assez précis. Une fois le sniper en position, la situation de tir serait donc idéale. Au moment où sa cible approcherait tranquillement sur son chemin, l'agent anglais aurait suffisamment de temps pour ajuster son tir, ouvrir le feu et supprimer Adolf Hitler. Si un agent réussissait à se placer ici, c'était vraiment l'endroit idéal pour assassiner Hitler. On ne pouvait pas imaginer de meilleure situation. Il y a ce grand espace ouvert avec ce chemin, sans aucune protection, nulle part où s'enfuir. Donc je pense que pour cette option, avec un sniper caché par là dans les arbres, avec Hitler qui se déplace à un rythme de promenade, entouré de seulement 3 ou 4 personnes avec lesquelles il discute, ou qui traînent derrière lui, peu importe, les chances de réussite d'un assassinat étaient probablement proches des 99%. Alors qu'au sein du SOE, ce scénario d'assassinat prend forme, 2 obstacles principaux se dressent devant la réussite de la mission. Le premier, infiltrer le tireur en territoire ennemi. Infiltrer des agents en Allemagne était toujours très compliqué. Le principal problème auquel était confrontée la section X, c'est qu'ils n'avaient aucune connexion, aucun lien avec la résistance allemande sur place. Ils devaient souvent se contenter de parachuter leurs agents à l'aveugle, sans pouvoir compter sur un comité de réception qui puisse aider et faciliter leur arrivée, et cela implique qu'ils pouvaient clairement atterrir n'importe où. Ou alors, s'ils rentraient en Allemagne en passant par les pays voisins, ils devaient avoir une couverture, un déguisement pour leur identité. Mais le dossier ne donne pas vraiment d'informations précises à ce sujet. C'est justement le genre de détail qu'il restait à travailler si l'opération avait dû aller plus loin par la suite. Le deuxième obstacle relève d'une absence cruciale de renseignements sur un point clé du parcours. Le bois près de la rivière La Rosbach, là où le sniper est censé pénétrer dans la zone sécurisée. L'information que les Anglais ne pouvaient pas connaître, et qui était pourtant vitale pour le succès de l'opération, c'était de savoir s'il y avait des patrouilles dans le bois. C'est vrai, une fois que le sniper serait arrivé dans la forêt, l'endroit est très dense. Il y a de nombreux buissons. Donc il était tout à fait possible d'y infiltrer un agent et que cet agent puisse se cacher dans les bois. Mais la vraie question est-ce qu'il y avait des patrouilles équipées de chiens? Et si oui, à quelle fréquence? Donc en réalité, il ne suffisait pas seulement de savoir si les gardes SS étaient bons ou pas, mais surtout si leurs chiens l'étaient. C'est ce facteur inconnu qui est important, car dans la vraie vie, une fois que vous êtes là-bas, sur place, c'est probablement un élément déterminant pour le succès de l'opération. LBX est conscient qu'un risque d'échec du sniper existe, dans le cas où le tireur raterait sa cible ou arriverait trop tard. Il imagine donc un plan B. Il suggère qu'une seconde équipe de 2 agents se cache dans les bois proches de la maison de thé. Elle profiterait de la diversion causée par la tentative du premier sniper pour attaquer Hitler dans sa voiture lorsqu'il serait rapatrié depuis la maison de thé jusqu'au Berghof.
La mission était donc hautement risquée, mais réalisable. Restait maintenant à répondre à une question cruciale. Qui serait choisi pour assassiner Hitler? Étant donné la difficulté à infiltrer la résistance sur le territoire allemand, le SOE considère d'abord recruter des agents dans des pays d'Europe de l'Est. Choix d'une équipe d'assassins. Ce n'est pas facile, mais les Polonais, les Russes et les Tchèques représentent les meilleures pistes. Il y a relativement peu de candidats potentiels. Il faut bien sûr qu'ils aient les bonnes qualités, ils doivent avoir le bon tempérament et il faut qu'ils soient capables de se faire passer pour des Allemands. Et en même temps, il ne pouvait pas choisir la personne uniquement en fonction de la langue. Il fallait quelqu'un qui sache manipuler les armes, qui soit intelligent et loyal, quelqu'un de patriote sur qui on pouvait entièrement compter pour réaliser la mission. Au sein de la section X, les agents du SOE sont clairs. Il leur faut avant tout un tireur d'élite hors pair. Il devrait être tireur d'élite avant même de commencer son entraînement spécial. Le 16 mars 1945, un autre agent au nom de code ADX envoie un télégramme à New York. Il semble bien que le SOE ait enfin trouvé un agent pour la mission. Son nom, le capitaine Edmund L. Bennett, un officier britannique posté à Washington. Ceci doit rester confidentiel. Nous envisageons cet homme pour une mission d'assassinat de la plus haute importance. Elle nécessiterait qu'il aille vivre en Allemagne sans se faire remarquer pendant une certaine durée pour rassembler les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Ce document, déclassifié en novembre 2014, est la fiche de recrutement potentiel de Edmund Bennett, rédigée par un analyste du SOE en 1945. Ces quelques lignes donnent deux indications précieuses sur ses capacités. IO signifie Intelligence Officer. À Washington, Bennett était donc déjà employé comme agent des renseignements. Sa spécialité en dit encore plus. SA signifie Small Arms, armes légères, ce qui inclut pistolets et fusils. Bennett avait 25 ans en 1944. C'était un jeune Anglais qui venait de Manchester. Avant la guerre, il travaillait dans l'industrie textile et il avait d'ailleurs travaillé en Allemagne pendant 2 ans dans une entreprise. Donc il parlait couramment allemand. Pendant la guerre, il a rejoint l'armée très tôt. Il est devenu soldat et a combattu en Afrique du Nord où il a été blessé. Le SOE doit commencer par s'assurer qu'il ne soit pas potentiellement menaçant pour la sûreté de l'État. Les initiales PTC signifient « passer à travers les cartes ». Elles annoncent la date à laquelle le SOE lance sa procédure de vérification habituelle dans les dossiers du MI5. 6 jours plus tard, le sigle NT pour No Trace signifie qu'il n'y a aucune trace négative sur lui. Sa candidature peut donc être envisagée. Les premiers contacts entre le capitaine Bennett et l'agent du SOE chargé de le recruter s'effectuent à Washington au mois de mars 1945. Le 22 mars, un télégramme envoyé à Londres semble confirmer que le recrutement pour la mission Foxley est en bonne voie. Loin d'être découragé par mes intimidations quant à la difficulté de la mission, il a fait preuve d'encore plus d'enthousiasme. Il souhaite toutefois demander une clause pour ne pas se retrouver sans emploi une fois la mission exécutée ou si la guerre se termine avant que l'opération ne commence. Car son emploi actuel spécialisé et intéressant est voué à durer. Il aimerait travailler clandestinement de manière permanente et déclare être partant pour vivre en Allemagne après la guerre. Pourtant, le 26 mars, 4 jours après ce télégramme confirmant l'intérêt de Bennett, l'état-major du SOE envoie un dernier message aux États-Unis pour prévenir leur agent de liaison que le jeune Anglais ne serait finalement pas recruté pour la mission. Au vu des circonstances actuelles, il n'est pas justifié de postuler pour cet officier. Il se peut qu'on y revienne plus tard. Peut-être qu'ils avaient aussi une autre option. Ou peut-être qu'ils ont pensé à quelqu'un d'autre qui correspondait mieux. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Pourquoi ils ont décliné. Mais on peut presque affirmer, fin mars, début avril 1945, à seulement 5-6 semaines de la mort d'Hitler et de la fin de la guerre, qu'il devient assez évident que le SOE fait une course contre la montre.
Ils n'ont tout simplement pas assez de temps devant eux. Si l'agent doit être entraîné, par exemple, cela demande au moins plusieurs semaines. Donc l'avancée de la guerre et l'avancée des Alliés en Allemagne ont finalement devancé tous les plans du SOE. Parmi tous les documents conservés aux archives nationales, le télégramme du 26 mars 1945, indiquant que le capitaine Bennett ne serait finalement pas recruté, fait partie des tout derniers enregistrements relatifs à l'opération Foxley. À la même époque, Churchill est déjà convaincu que la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie n'est plus qu'une question de temps. Dans ce contexte, l'impact d'un assassinat d'Adolf Hitler comporte plus de risques que de bénéfices pour l'armée britannique. En février 1945, il n'y avait plus d'enjeu. Ils savaient que l'Allemagne nazie avait été vaincue. C'était juste une question de temps, et plus précisément une question de mois avant que la guerre ne soit finie. Churchill croyait en l'importance de gagner une guerre sur le champ de bataille. Il a probablement pensé qu'il était important de battre l'Allemagne de manière loyale. Il fallait que l'armée allemande s'avoue vaincue. Il ne voulait pas d'une défaite due à l'élimination de leur commandant. Il s'agissait de prouver à la population allemande qu'ils avaient été vaincus au combat et qu'il n'y avait aucun moyen possible pour que l'armée allemande gagne cette guerre. Finalement, on comprend bien les délibérations des Britanniques. Ils ne voulaient pas sortir Hitler du jeu car il était un désastre en tant que commandant militaire. Donc en quelque sorte, ils voulaient le laisser mener l'Allemagne à sa perte le plus rapidement possible. Il y avait aussi l'autre argument qu'ils ne voulaient pas faire de lui un martyr. Et je pense que ce sont des arguments tout à fait recevables. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer à l'époque, c'est qu'il y avait cette immense machinerie de l'Holocauste en cours qui tuait autant de gens que possible chaque jour. Et imaginez un peu, si Hitler avait été assassiné à l'été 1944, ou même plus tôt encore, 1 million de vies humaines, voire plus encore, auraient été épargnées de cette catastrophe qu'a été l'Holocauste. Tout bien considéré, est-ce que j'aurais aimé que l'opération Foxley ait lieu? Absolument. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit menée en 42, ou même en 41, mais au moins en 44. Mais en février 1945, honnêtement, elle n'avait plus lieu d'être. L'opération Foxley n'aura jamais lieu. Hitler se suicidera à Berlin le 30 avril 1945, dans son bunker aux côtés de sa maîtresse Eva Braun. Un an après la victoire des Alliés, le SOE sera démantelé et tous les éléments relatifs au projet d'assassinat d'Adolf Hitler par les Britanniques furent classés top secret jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui encore, de nombreux mystères planent sur l'opération Foxley. Qui était le major H.B. Kurt, l'analyste en charge de l'enquête? Le capitaine Bennett aurait-il réussi à tuer Hitler le long de sa promenade quotidienne vers sa maison de thé? Et surtout, qui a pris la décision d'annuler définitivement la mission? Ces questions resteront à jamais sans réponse.